Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les Déconspirateurs, l'émission générique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un Déconspirateur hors série avec Laurent Fouary. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors vous êtes docteur en génétique moléculaire, biologiste et vous avez surtout publié un livre qui s'appelle Les faux savants, plongé au cœur du complotisme scientifique, qui est sorti aux éditions de l'Aube et qui est un livre dans lequel vous infiltrez une communauté virodénialiste via Telegram. Vous allez nous raconter tout ça. Et c'est surtout un livre qui est à la fois documenté et en même temps très agréable à lire, très drôle. Il y a beaucoup d'humour dedans et donc c'est pour ça qu'on avait envie de discuter avec vous aujourd'hui. Alors déjà juste peut-être pour commencer notre discussion, qu'est-ce que c'est qu'un faux savant ? Un faux savant, c'est quelqu'un qui a toute l'apparence d'un savant, qui utilise des mots complexes, qui utilise un raisonnement, qui utilise une démarche qui peut être plus ou moins bonne, mais qui repose sur des faits qui sont faux, tout simplement, ou tout du moins qui est une forme de biais de lecture d'un certain nombre d'éléments, ou qui travestit tout simplement la réalité. Alors du coup, vous vous intéressez à beaucoup de faux savants dans ce livre et je le disais en introduction, vous avez infiltré via une boucle Telegram une communauté virodénialiste. Alors racontez-nous un peu comment vous vous êtes retrouvé dans cette boucle Telegram et ensuite qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette communauté virodénialiste ? En fait, le complotisme, ça fait quelques années que je suis un certain nombre de mouvements, comme vous pouvez le faire chez Conspiracy Watch. En l'occurrence, j'ai pas mal écrit sur le mouvement QAnon déjà depuis quelques années pour Uzbek Erika, en l'occurrence, pour une chronique que j'ai tenue pendant un temps. Et c'est au travers de ces communautés, en fait, que j'ai été alpagué par un message qui était assez intriguant, qui était « Les virus n'existent pas », point d'exclamation. Et à la manière un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles, cliquez ici pour en savoir plus. Et je me suis laissé un petit peu convaincre par cette démarche-là, comme vous l'indiquiez, étant biologiste de formation, je me suis demandé mais qui peut raconter ce genre de choses aujourd'hui ? On a tous expérimenté d'une manière ou d'une autre les virus à un moment donné, que ce soit au travers d'un rhume, d'un herpès, d'une virus. Enfin, ce sont des choses qui sont tout à fait bénignes, mais on l'a expérimenté. Donc je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une communauté francophone que j'ai pu suivre quasiment depuis l'origine, en fait, où il y avait très 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 peu de membres dessus. Aujourd'hui, il y en a quelques milliers. Et de fil en aiguille, j'ai rebondi sur d'autres communautés francophones ou d'Amérique du Nord, pour certaines d'entre elles, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça marche, voir un peu l'envers du décor. Et alors justement, quand vous allez vous commencez dans cette communauté, qu'est-ce qui vous frappe au tout début ? C'est quoi ? C'est la courtoisie des gens ? C'est leur volonté d'accueillir ? C'est ce que vous racontez un peu dans le livre. Il y a cette courtoisie, il y a cette volonté d'accueillir, cette idée que finalement vous faites en fait partie de quelque chose de plus grand que vous. D'une famille. On fait partie d'une famille et mieux que ça, on fait partie d'un groupe un petit peu... j'allais dire élitiste, en tout cas qui est détenteur d'un grand secret, ou en tout cas de quelque chose qu'ils ont découvert et dont le reste de l'humanité finalement n'est pas au courant. Donc une sorte de privilège d'appartenir à cette famille. Et effectivement, la surprise n'est pas tant l'accueil. Effectivement, les gens sont excessivement sympathiques, chaleureux. On voit qu'il y a une certaine camaraderie entre les leaders, en tout cas, de ces communautés, comme assez souvent, c'est un petit pourcentage de la communauté qui est réellement active. Donc, plutôt accueillante, sympathique et aussi très raisonnée et réfléchie. Ce sont des gens qui se posent énormément de questions, ce sont des gens qui écrivent bien, ce sont des gens qui lisent énormément. Assez loin du stéréotype qu'on pourrait avoir, où j'allais penser au sketch sur les platistes. On est très très loin de gens, on va dire, qui raisonnent de manière simpliste. Ce sont des gens qui se posent réellement des questions et quelque part qui ont du temps pour se poser des questions, mais qui malheureusement ont des petits biais de raisonnement et de questionnement et surtout des vraies lacunes au niveau background scientifique. Oui, je comprends. Alors justement, juste pour rentrer dans la définition, le virodénialisme, vous disiez les virus n'existent pas, point d'exclamation. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir ce que vous entendez, vous, par virodénialisme et puis aussi d'où ça vient ? Il y a cette guerre du 19e siècle, c'est assez ancien finalement, la guerre entre Béchamp et Pasteur au 19e siècle. Voilà, racontez-nous un peu tout ça et donnez-nous une définition un peu du virodénialisme pour qu'on soit tous à peu près au même niveau d'information. Alors effectivement, le virodénialisme, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui remonte effectivement au 19e siècle. Le dénialisme au sens large, ça définit en fait la négation de faits avérés, en l'occurrence de faits scientifiques avérés, et en général
plutôt pour favoriser des hypothèses très controversées et surtout non étayées de preuves et de faits. Le virodénialisme, du coup, par extension, c'est un néologisme qui décrit les personnes qui nient donc l'existence des virus et plus généralement l'existence des maladies contagieuses. On peut aller un petit peu plus loin dessus. Et donc oui, ça remonte au 19e siècle, à une guerre qui a eu lieu à cette époque-ci entre le scientifique Louis Pasteur et le médecin Antoine Béchamp. J'insiste sur leur fonction parce que c'est souvent repris par les virodénialistes en disant qu'il y avait un scientifique, un simple scientifique d'un côté, de l'autre côté il y avait un médecin qui comprenait les gens. Il faut se resituer à une époque où on ne comprenait pas l'origine de toutes les maladies. En l'occurrence, il y avait un débat entre ce qu'on appelait les infectionnistes et les contagionnistes, c'est-à-dire certains pensaient que la maladie pouvait provenir d'agents pathogènes extérieurs sans qu'on les ait vraiment caractérisés ou vus, tandis que d'autres pensaient que c'était peut-être la résultante d'une intoxication du corps et donc le corps s'exprimait en réaction à une intoxication. Les deux existent dans la vie de tous les jours, mais en fonction des pathologies, ce n'est pas forcément les mêmes caractéristiques qui s'expriment et donc les mêmes mécanismes biologiques, mêmes mécanismes biologiques en jeu. Donc ces deux scientifiques se sont affrontés en fait pendant des années, mais se sont affrontés durement. Quand on relit d'ailleurs les textes au sein de l'Académie des sciences, il ne manquait pas de s'insulter, tout du moins d'avoir des mots pas très doux l'un envers l'autre. C'était une vraie guerre de scientifiques, mais quelque part c'était une controverse scientifique comme il y en a plein, et c'est comme ça que la science évolue. Certes, les mots n'étaient pas toujours très bien choisis d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas il y a eu cette guerre. Et puis progressivement les travaux ont avancé, et puis on a mis en évidence l'existence d'agents pathogènes, d'agents pathogènes transmissibles. Il y a eu des expériences en ce sens. Et puis c'est beaucoup plus tard en fait qu'on a découvert l'existence des virus. C'est au début du XXe siècle qu'ils ont été caractérisés. Mais entre-temps, voilà ce qu'on appelle la théorie des germes aujourd'hui, qui a remplacé la théorie des miasmes. La théorie des germes donc, qui repose sur le fait qu'il y a des agents pathogènes extérieurs et qui sont transmissibles d'un individu à l'autre. Tous les agents pathogènes ne sont pas transmissibles ou ne sont pas... En tout cas, tous les agents viraux ne sont pas pathogènes et ne sont pas nécessairement transmissibles d'un individu à l'autre. Mais en tout cas, on a caractérisé l'existence de certains d'entre eux. Et aussi fou que ça puisse paraître, malgré les preuves qui se sont accumulées au cours du dernier siècle finalement, et des expériences qui ont été menées et des outils qui ont été de plus en plus fins, au 19e siècle, on reposait essentiellement sur l'observation en microscopie avec une résolution qui était très faible. Aujourd'hui, on a plein d'outils, au-delà de la microscopie électronique, on a de la microscopie optique assez forte résolution qui permet de voir les virus géants par exemple, puis on a tous les outils de biologie moléculaire et cellulaire pour les caractériser, donc il n'y a aucun débat sur ces sujets. Mais pour autant, ça a perduré au fil de l'histoire, et ce virodénialisme revient comme une forme de poussée. Il est revenu au moment du sida, dans les années 80, c'est ça ? Dans les années 80, le virodénialisme a été très très fort. Il faut se resituer à une période où on découvre en fait une maladie qui touche essentiellement la communauté homosexuelle aux États-Unis. C'est comme ça qu'on commence à la caractériser. Donc les chercheurs se mettent au travail, finalement, pour voir ce qu'il en est. Et avant même la découverte du VIH, donc, qui cause le sida, se posaient déjà des questions. Est-ce que c'était pas lié à cette communauté, à leurs pratiques, à des régimes alimentaires particuliers ? Enfin, toutes les hypothèses étaient sur la table jusqu'à ce que l'équipe du professeur Montagnier découvre le VIH. Et malgré cela, le virodénialisme a perduré dans la suite. Même des chercheurs éminents, je pense à Peter Duesberg, qui était un virologue éminent, a nié pendant très 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 longtemps le lien entre VIH et sida. Et ça a eu des répercussions majeures, ce que je raconte assez souvent, en Afrique du Sud, par exemple. Le président Thabo Mbeki, qui a succédé à Nelson Mandela, en Afrique du Sud, ne croyait pas au lien entre VIH et sida, son ministre de la Santé non plus, s'était entouré de ce comité scientifique, notamment dans lequel figurait Peter Duesberg, mais d'autres personnes, qui sont venus lui apporter les éléments de non-corrélation entre le VIH et le sida, qui a entraîné des mesures sanitaires malheureusement terribles. Et comment vous expliquez que, je crois qu'à un moment dans le livre, vous écrivez que justement toutes les communautés virodénialistes se réfèrent encore finalement à Béchamp, vous l'ensemble des communautés virodénialistes, quel que soit béchampisme. Voilà, exactement, le béchampisme. Comment vous expliquez ce revival de cette figure de Béchamp ? Et est-ce que finalement, avec l'actualité récente, on enregistre cette émission le mercredi 18 décembre, hier,
dernière, l'étude sur l'hydroxychloroquine de Didier Raoult a été complètement bannie des publications scientifiques. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part une forme de filiation entre Béchamp et Raoult? Comment vous analysez cette question-là et pourquoi finalement ce revival selon vous? De manière quasi certaine, on aura du raoultisme. On a créé un symbole aujourd'hui et ça perdurera très certainement au cours de l'histoire, comme ça a perduré sur beaucoup d'histoires. La science et l'histoire de la science est jalonnée en fait de faits de ce type. Et si on zoome un petit peu, ce revival, pour répondre à votre question, est clairement lié à la pandémie de Covid-19 parce qu'on a été dans une grande période d'incertitude. Si on se remémore mars 2020, on sait qu'il y a un virus qui arrive d'Asie, qui commence à entraîner quand même beaucoup d'hospitalisations et puis des décès de manière assez significative. Donc les gens, c'est un petit peu, regardent comme une poule devant un couteau, se demandent un petit peu ce qui se passe, et puis s'enchaînent sur les plateaux de télévision les scientifiques qui viennent expliquer ce qui se passe dans leurs laboratoires et dans leurs hôpitaux. En fait, comment évolue la recherche? Donc on a les caméras qui vraiment les feux des projecteurs sont sur la recherche qui évolue. Sauf qu'on n'explique pas aux gens ce qui se passe à ce moment-là. Donc on est juste en train d'observer la controverse scientifique, qui est quelque chose de normal, mais quand on n'explique pas aux gens qui sont pas rodés à cet exercice-là ce qu'il se passe, les gens ne comprennent pas, en fait, tout simplement, et se disent, en fait, on a juste des scientifiques qui savent pas ce qu'ils font. Et comme je ne sais pas quoi choisir, je vais raisonner plutôt avec mes émotions que la raison, comme je le dis assez souvent, et ça crée ces biais. Il y a une dimension de personnalité dans la recherche. La recherche, on ne peut pas la dissocier des chercheurs, des médecins. La manière dont est incarnée la recherche est excessivement importante. Si on zoome sur les personnalités de Antoine Béchamp et de Louis Pasteur, aujourd'hui il y a beaucoup d'ouvrages en fait sur la personnalité de Louis Pasteur, qui a fait des travaux absolument extraordinaires, qui a fait avancer la science, mais qui avait une personnalité très complexe, qui était quelqu'un qui était relativement difficile humainement, qui n'hésitait pas à, on va dire, reprendre des travaux pour les améliorer ou les tordre. En tout cas, il était dans une compétition en permanence. Donc, c'était une personnalité excessivement complexe. Antoine Béchamp, par ailleurs, avait l'air d'être quelqu'un plus doux, plus souple derrière. Donc, forcément, on avait aussi une petite asymétrie, la manière dont on le faisait. Et puis, Louis Pasteur maîtrisait excessivement bien les outils de communication de l'époque, qui étaient quand même limités, mais c'était quelqu'un qui était très bien introduit et qui savait parfaitement valoriser ses travaux, aller chercher les financements. Donc, il y a un petit côté aussi humain, c'est qu'on aime bien défendre un peu celui qui a perdu, celui qui était peut-être un peu plus faible versus celui qui avait l'air un peu plus fort et puis qui a gagné. Et on aime bien refaire l'histoire en se disant il a gagné de manière non loyale et en fait il a menti, c'est juste qu'il a manipulé tout le monde et il faisait partie des élites corrompues. Le terme n'était pas utilisé à l'époque, mais il est largement utilisé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, justement, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous faites une sorte de typologie du virodénialisme avec les 5 piliers du virodénialisme. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, hein? Il y a, je crois, le rejet systématique, la méthode scientifique. Enfin, voilà, racontez-nous un peu ces 5 piliers et pourquoi, pour vous, c'est finalement systémique quelque part, ces 5 piliers. En fait, on les retrouve dans tout le complotisme, ces piliers. C'est ce que je me suis dit effectivement à la lecture, que dans votre objet d'étude, vous parlez de ces 5 piliers, et finalement dans notre objet d'étude qui est Conspiracy Watch, qui irrigue finalement toutes les matières du complotisme, on les a retrouvés aussi. Vous les retrouvez parfaitement. Ce sont les mécaniques en réalité qui sous-tendent aujourd'hui le complotisme au sens large. Alors, souvent les gens hurlent en disant le complotisme, ça y est, dès que je dis quelque chose qui va contre la pensée unique ou la bien-pensance, on est considéré comme complotiste. Ou la fameuse phrase qu'on entend assez souvent, « je ne suis pas complotiste, mais… » avant de dire quelque chose. Non, ça c'est pour moi une confusion avec laquelle il faut absolument arrêter. Douter ou critiquer, c'est pas du tout la même chose que le complotisme. Le complotisme, ça sous-entend qu'il y a un complot, c'est qu'on fait des choses avec un dessein, on a un objectif derrière, ou en tout cas on suppose qu'il y a un objectif sur les actions des gens. Typiquement les virodénialistes ont plein de thèses ou plein d'hypothèses sur pourquoi on perdure le dogme viral, comme ils le disent, ou pourquoi on perdure l'existence des virus. Mais donc, complotisme et doute, c'est pas du tout la même chose. Le doute, c'est sain, c'est bien, il faut savoir critiquer, il faut pas gober tout ce qu'on nous donne. Le doute. Et c'est au cœur exactement de la méthode scientifique. Il faut en permanence douter, il faut en permanence critiquer. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chercheur qu'on avait le droit de commencer à communiquer en colloque ou en congrès. C'est à ça que ça sert, les colloques et congrès. C'est pas juste pour se flatter les uns les autres de nos travaux. Non, au contraire, c'est pour se rentrer dedans, objectivement. C'est pour challenger les travaux des autres. Et je me souviens, lorsque j'avais exposé un poster,
des gens que j'admirais parce que je lisais leurs publications, etc., et qui viennent vous poser des questions assez challenging, vous vous attendez à ce qu'ils viennent vous récompenser, et en fait non, ils sont dans la démarche scientifique de venir vous questionner sur ce que vous faites, et ça doit vous galvaniser, et quand après vous prenez un peu des échelons et que vous n'êtes plus sur le format poster, mais que vous venez faire des présentations orales, vous avez des questions, et c'est censé vous faire réfléchir aussi toutes ces questions-là. C'est comme ça que la science évolue. Ce qu'on n'a pas dans le milieu complotisme, c'est de la sélectivité d'informations, c'est de mettre de côté donc ce qui ne nous arrange pas. Ouais, c'est un des piliers, l'utilisation de preuves controversées ou finalement le cherry picking. Le cherry picking, exactement. Le cherry picking. Et ça, en l'occurrence, le virodénialisme est très très fort parce qu'il y a une bibliographie absolument pléthorique pour attester ces thèses. Ce qui fait que la moindre question que vous vous posez, vous tapez un mot-clé, vous êtes sûr de tomber sur des articles, même des articles scientifiques. Vous pouvez même tomber sur des vrais articles scientifiques qui remontent au 19e siècle. Ça, ils vous sortent une bibliographie, vous retrouvez des vieux articles qui ont été faits à l'époque, qui étaient peut-être juste sur les observations, sauf qu'on a compris les mécanismes qu'il y avait derrière par la suite. Donc non, il y a vraiment une corrélation entre... C'est pour ça que je l'appelle le complotisme scientifique. Ça reste du complotisme à la fin de la journée. Oui, alors dans ces 5 piliers, il y a aussi finalement l'implication de motivation cachée, hein, cette idée que finalement les gens sont réceptifs et peuvent être recrutés pour autre chose. Il y a vraiment ça dans le complotisme scientifique dont vous parlez, dans le virodénialisme notamment. En fait, c'était la question qui m'interpellait le plus en me disant, et dans le complotisme, c'est la question à mon sens qu'on doit se poser à chaque fois. Pourquoi les gens font ça ? Pourquoi ils passent du temps à raconter des choses qui peuvent être complètement... je ne vais pas dire à contrepenser, parce que c'est bien de penser différemment et de faire avancer les choses, mais là, on n'a pas des gens qui font avancer des choses, on a des gens qui critiquent qui émettent des thèses complètement farfelues sans absolument aucune preuve, ou tout du moins avec des choses qui sont complètement fausses. Pourquoi ces gens font-ils ça ? Donc effectivement, quand on creuse un peu, les motivations, on peut les résumer de manière assez simple, ça va dépendre des profils en fait, j'allais dire des gourous, parce que... parce qu'il y a des adeptes et des gourous, c'est exactement. Ça que vous dites. Alors, quelle est la différence que vous faites entre Alors pour moi, c'est vraiment important de distinguer les adeptes et les gourous. Pour moi, les adeptes ont une forme d'authenticité dans cette démarche. Ce sont des gens qui sont dans une grande défiance vis-à-vis des institutions, au sens large. C'est ça qui, en général, les a amenés à s'intéresser à ces thèses un petit peu farfelues. D'ailleurs, les virodénialistes ne recrutent pas sur les forums du Monde, de Libération, du Figaro, je ne sais quel média. Ils vont recruter chez Silvano Trotta, sur l'Alliance Humaine. Enfin bref, on ne va pas faire la pub de tous les canaux, on va dire, alternatifs. Vous les connaissez bien, donc, mais c'est dans ces endroits qu'ils vont recruter. Donc ils vont recruter des gens qui sont déjà prédisposés. Donc ces adeptes, en général, ont une forme d'authenticité et ils ont envie de croire, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, parce qu'ils ne font pas la démarche, ils vont simplement répéter ce qu'on leur a raconté. Pour vous, il y a un besoin de croyance. Il y a un besoin de croyance, de se rassurer, et puis un côté de dire « je fais partie de ce groupe qui sait ». Les autres ne savent pas, ce sont des moutons, ils ne sont pas réveillés, etc. Je suis un insider, c'est hyper important. Sauf que je suis un lanceur d'alerte d'une certaine manière, mais en fait non. Parce que ce sont des gens qui restent dans leur bulle de manière très confidentielle. Si vous avez mis en évidence qu'il y a un gros complot contre l'humanité, que les virus n'existent pas, que tout ça est fait pour X ou Y raison, vous vous battez contre ce genre de choses. Vous le mettez en avant, vous le criez sur tous les toits, vous utilisez la justice pour éventuellement faire reconnaître. Mais jamais de la vie. Parce que ce n'est pas la finalité. Et notamment, les gourous ne cherchent pas ça. Les gourous évitent la confrontation avec les virologues, évitent la confrontation avec des personnes. Alors, sur cette communauté, depuis que j'ai fait un live chez Thomas Durand sur la tronche en biais, n'attendent que ça, que je vienne m'exprimer dans cette communauté. Donc, je leur fais un petit clin d'œil dans ce live aujourd'hui. Mais non, ça sert à rien. Ils ne cherchent pas à échanger. D'ailleurs, qu'ils lisent le livre, ils verront les arguments qu'ils utilisent qui sont totalement faux. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il est tout autre. Et je le résume en général, et vous allez retrouver la même chose dans tout le complotisme. En général, vous avez des objectifs qui peuvent être politiques, parce que l'objectif est de déstabiliser, je mets des guillemets, foutre le bordel, comme dirait un virodénialiste statisticien qui a déjà sorti un ouvrage, qui en sort un autre en janvier, Pierre Chaillot pour ne pas le citer, qui est dans cette mouvance-là. Vous avez parfois des motivations religieuses qui peuvent être derrière, donc des gens qui sont convaincus. Donc on retrouve beaucoup de gens qui sont contre la vaccination à la base, mais qui sont contre qui considèrent que le corps est parfait, tout simplement, et qu'on ne doit pas y toucher. Vous avez des motivations économique. Et je pense que ça, on le retrouve. Et pour moi, c'est la nouvelle génération du complotisme aujourd'hui. C'est que les gens vivent
bien pour certains. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un business du virodénialisme quelque part. C'est ce que vous racontez dans le livre. Et vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui est aussi l'une des motivations principales des virodénialistes et du complotisme en général, mais de ce complotisme-là en particulier, parce qu'il y a justement toutes ces possibilités d'acheter des produits, de commercialiser des produits. Exactement, de vous vendre des formations, de commercialiser des compléments alimentaires, de commercialiser des produits qui vont vous accompagner, de vous vendre des ouvrages. Il y a toute une économie qui est derrière. Et si je raisonne de manière purement business, c'est une belle niche en réalité. C'est une toute petite niche. Ce ne sont pas beaucoup de gens à la fin, mais c'est une niche qui est excessivement conquise et convaincue. Captive. Quand vous en êtes arrivé à nier l'existence des virus, encore une fois, quand je le disais, même une varicelle que vous avez pu expérimenter avec des enfants, que si vous tapez 3 mots-clés sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver des photos de virus, et non pas des photos de virus montées informatiquement comme ils ont tendance à le répéter en permanence. Vous allez voir des photos en microscopie optique, j'insiste, sur notamment les virus géants qui ont été identifiés il y a quelques années. Vous allez même voir des vidéos de cellules qui infectent d'autres cellules avec des virus. Vous avez des expériences d'infection contrôlées aujourd'hui. Donc vous avez tous les éléments sous la main pour le voir, mais vous n'avez pas envie de le voir. Vous allez le balayer d'un revers de la main. C'est ce que j'explique dans le livre, lorsqu'un soi-disant médecin est venu un peu les challenger sur des arguments qui étaient pour le coup complètement rationnels, très concrets et justes au niveau scientifique. Au bout d'un moment, la discussion tourne en rond et ils ignorent parce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Donc c'est une clientèle facile en fait à qui revendre tout un tas de choses derrière. Et alors tout à l'heure vous parliez de l'incarnation de la recherche, et finalement on a vu émerger ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19, des figures du virodénialisme. Je pense à Jérémy Mercier, Astrid Stuckelberger, Pierre Chaillot, d'autres qu'on connaît bien ici et qu'on suit ici à Conspiracy Watch. Quelle est l'influence réelle selon vous de ces personnalités ? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans les books Telegram dans lesquels vous étiez, justement par rapport à l'influence réelle ou supposée de ces personnalités ? Ce sont des influenceurs, donc ils vivent de ces communautés, ils en ont besoin, ils ont besoin de contenu, ils ont besoin de controverses aussi, ils ont besoin, le simple fait peut-être que cette vidéo sera reprise quand ils la verront et sera utilisée pour montrer, vous avez vu, ça montre qu'on dérange si on fait une émission spécialement sur nous, alors que si c'était pas important ou pas sérieux, ils ne le feraient pas. J'aurais juste insisté, on parle de la santé, à la fin il y a quand même des conséquences importantes, et notamment je l'indique dans cette communauté, vous avez on va dire le principal leader ou meneur d'une des communautés que je suis, qui est un grand adepte d'un régime alimentaire particulier, qui pense qu'il peut guérir la totalité des maladies de la planète sur un régime alimentaire très particulier. Encore hier soir, je regardais un petit peu les informations, une personne qui a en l'occurrence une boule au sein, qui a une problématique, qui a très peur d'aller voir son médecin pour consulter, éventuellement avoir une mammographie, c'est peut-être juste un kyste et absolument bénin, mais on n'en sait rien à ce stade-là. Il finit par lui conseiller un régime alimentaire qui va permettre de résorber sa problématique, parce que de toute façon, avec une lecture du cancer, en citant des travaux d'un chercheur qui est chercheur Warburg, qui a mis en évidence certes la consommation excessive de glucose dans les cellules et qui considère que si on prive les cellules de glucose, le cancer va être guéri. Non, ça marche absolument pas comme ça. Donc ce sont des gens qui, sous un faux discours scientifiques, vont donner des informations qui sont dramatiques du point de vue santé. Mais ces influenceurs ont cet impact négatif, mais existe de ça. Je pense à Jérémy Mercier, il a essayé plein de choses jusqu'à présent pour essayer d'exister et faire vivre sa communauté. C'est un influenceur en devenir, il est encore relativement modeste aujourd'hui par rapport à sa communauté. On le voit bien, il sort énormément d'ouvrages, de formations, enfin il a décliné l'ensemble de ses services derrière, mais ça reste encore un peu confidentiel au niveau financier. C'est pas encore ça, donc il a élargi sa base, c'est quelqu'un qui est une forme de négationniste du cancer, bien sûr. Aussi. Ouais. Qui fait pas mal d'informations, notamment là avec Octobre Rose, qui a beaucoup contesté le dépistage du cancer du sein pendant le mois d'Octobre Rose, et il a expliqué que le cancer en fait n'existait pas réellement. Exactement. Donc on est sur un peu, il y a pas mal d'influences. On pourrait le rattacher à certaines pratiques de santé alternative, mais non. C'est quelqu'un qui a démarré aussi dans l'hydrothérapie du côlon quand il habitait encore dans la région des Pays de la Loire. Il ne s'est pas expatrié pour rien en Estonie. Donc c'est quelqu'un qui cherche un peu son destin. Et puis là, il a de nouvelles voies qu'il est en train d'explorer quand on regarde un petit peu. Donc c'est leur modèle économique. Très sincèrement, s'il n'y avait pas possibilité de monétiser et de vivre de cette désinformation, on aurait beaucoup moins
de complotistes aujourd'hui, ou en tout cas aussi actifs, parce que c'est leur activité au quotidien. Et alors vous parlez du fait de vivre et de monétiser finalement cette désinformation. Évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le rôle des plateformes, que ce soit X, que ça soit Telegram, que ça soit parfois Facebook aussi, sur lequel finalement sont diffusées ces théories farfelues, et notamment où elles sont monétisées. Est-ce que finalement vous considérez que ces plateformes ont une responsabilité, et est-ce qu'elles sont vraiment beaucoup plus, comment dire, nocives que ce que pouvaient l'être à l'époque de Pasteur ou de Béchamp, des journaux ou autre chose? L'information circulait moins facilement et rapidement, donc nécessairement la distribution n'était pas la même. C'est ça, on est dans un quantum nettement supérieur. Ensuite, ces plateformes ont cette particularité de l'algorithmie qui est maintenant bien connue et bien caractérisée, qui va créer des bulles autour de centres d'intérêt, et on le voit bien appliqué au virodénialisme, ce que ça donne. Vous pouvez être un petit peu défiant vis-à-vis des institutions à un instant T, puis vous allez progressivement glisser finalement sur des thèses de plus en plus radicales qui viennent conforter un peu votre idée qu'ils sont vraiment tous pourris et ça va vraiment pas, ils veulent tous nous tuer objectivement à la fin, et vous allez glisser progressivement, et puis les algorithmes vont vous enfermer à la fin parce que va sélectionner le contenu qui vous plaît. Donc c'est vrai qu'il y a le biais de l'algorithmie, mais je pense qu'aujourd'hui on est rentré dans une période qui se détache un peu de ça, parce que les supports principaux de communication de ces gens-là ne sont plus les plateformes mainstream principalement. Alors Telegram est un outil de communication plus qu'un réseau social, en tout cas permet de fédérer, de réunir des communautés, donc c'est un premier canal effectivement qui est utilisé, mais cette notion d'algorithmie fonctionne moins. Sur Telegram, c'est pas son fonctionnement. Mais ensuite, vous avez, les gens vont pas sur YouTube pour diffuser le contenu aujourd'hui, ils vont aller sur Odyssée, ils vont aller sur, alors Rumble est plus facilement accessible en France aujourd'hui, mais ils vont aller sur les plateformes dites alternatives pour pouvoir échanger. Donc les écosystèmes se sont créés aujourd'hui, ils existent. Et d'ailleurs, les communautés se croisent. On voit qu'il y a des échanges d'intérêts. Jérémy Mercier échange avec les virodénialistes à l'étranger. Pierre Chaillot aussi, il a fait des vidéos avec notamment le couple de médecins néo-zélandais qui fuit tous les débats avec les virologues américains depuis des années, mais qui a fait son petit business en fait dans son coin. Alors il commence à y avoir un peu du rififi entre les virodénialistes sur la manière d'appréhender, parce qu'il commence à y avoir des enjeux aussi. L'audience, à un moment donné, l'audience elle fait 100, donc les 100% de marché, il faut se les partager. La part de gâteau, elle n'est pas forcément extensible à l'infini. Donc certains vont chercher d'autres relais de croissance sur d'autres activités, d'autres sujets. C'est pour ça que finalement, selon vous, on assiste à une forme de conspirationnisme zapping un peu sur les différents sujets, et finalement c'est pour ça, c'est cette mécanique-là, c'est ce gâteau à se partager qui vous semble être la raison de ce conspirationnisme un peu zapping, ou en tout cas attrape-tout. Oui, c'est ça, et d'avoir des experts en tout, mais quelque part, c'est ce qui nourrit leur audience. Vous le voyez, quand vous animez des émissions, ça prend du temps de préparer une émission, de choisir les thèmes, les intervenants, de travailler les sujets en amont, donc c'est quand même du travail. Le conspirationnisme en est aussi, mais la profondeur du travail à réaliser est finalement un peu moindre, parce que personne ne va vérifier derrière ce qui est dit, et puis de toute façon les gens boivent les paroles sans avoir aucun esprit critique derrière. Et ça me fait penser à ce que vous dites, ça me fait rebondir sur ce que vous racontez dans le livre, c'est aussi la façon dont ces communautés, notamment sur Telegram, ont développé des millefeuilles argumentatifs hallucinants pour justement quelque part annihiler toute tentative de questionnement. Racontez-nous un peu ça, parce que c'est très intéressant notamment, je crois que c'est sur la varicelle, je crois que vous donnez cet exemple. Racontez-nous juste ça. Il y a toujours, en fait, il y a quasiment un question-réponse qui est déjà préparé, ou un FAQ, un Q&A qui est tout prêt pour, on va dire, les militants dits de base, pour qu'ils puissent faire le nécessaire. Il y a vraiment une logique presque de gamification dans le fonctionnement. Ouais. Je fais le parallèle avec les jeux vidéo dans le livre. En fonction donc quand vous allez être un nouveau membre qui va rentrer, qui éventuellement vous êtes un peu sceptique, vous allez poser des questions en disant mais moi je comprends pas, mes enfants ont eu effectivement la varicelle. Donc tout de suite le premier niveau, c'est la varicelle, non, en fait c'est une intoxication à un produit d'entretien dans la crèche, ou au DDT, ou je ne sais quel produit toxique. Ne cherchez pas, c'est pas du tout ce qu'on dit. Oui, mais quand même, il l'a refilé à son frère ou à sa sœur, puis il y a eu un cluster, tout le monde l'a eu en même temps. Ah non, mais ça, regardez, c'est comme des grains de maïs dans un micro-ondes qui vont faire du popcorn. Ils vont tous popper quasiment en même temps, mais pour autant, ils ne se sont pas refilés la capacité à popper.
Oui, mais il y a eu un fait générateur que sont les ondes qui ont chauffé. La varicelle, le fait générateur, il est où? C'est sympa de dire que c'est le produit d'entretien, mais le produit d'entretien, on l'utilisait même toute l'année. Donc pourquoi il y a des pics à un instant T? Donc c'est toujours une espèce de réflexion qui est un peu parcellaire. Mais néanmoins, c'est le premier niveau. Et puis progressivement, on va monter quand les gens sont sceptiques avec des questionnements de plus en plus approfondis, et puis en fonction de l'expérience aussi ou du background des gens. Et puis ce ne sont pas les mêmes profils qui vont intervenir. Et plus les questions vont être techniques et complexes, donc il y a le FAQ à côté où les gens vont puiser dedans, et quand il y a besoin de rentrer dans la démonstration, là, ça commence à être compliqué. Souvent, ça se termine par le bannissement parce qu'en fait, on ne va pas garder les gens qui sont sceptiques. Ça ne sert à rien. J'utilise le terme de NAS quand je parle de cette communauté, à la manière des réseaux sociaux avec les algorithmes. Le but, c'est de capter en fait la crème, les gens à qui on va pouvoir refourguer plein de choses, et de les enfermer dans cette nasse. Donc il ne faut surtout pas de gens qui viennent un peu gratter ou perturber, un peu à la manière d'une secte, d'une certaine manière. Alors je dis à la manière d'une secte parce que les gens peuvent partir du jour au lendemain de ces mouvements-là, ils ne sont pas loqués. Ils sont pas pieds et poings liés. Ils sont pas pieds, exactement. Mais ils sont loqués. Mais après, ça coûte quelque chose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on observe aussi, le fait de sortir, notamment dans le podcast Réveillez-vous, qu'on a lancé à Conspiracy, c'est qu'en fait, le coût énorme, le coût social, le coût personnel finalement de partir de cette communauté, c'est important. Donc quelque part, il y a quelque chose on reste des animaux grégaires. Voilà, on a besoin d'être entre nous, on a besoin d'être soutenus, et on le voit bien. Je parle de l'effet Nobel dans le livre, donc de prix Nobel, qui à un moment donné ont fait des choses extraordinaires, mais il y a un peu plus d'une dizaine de cas qui sont recensés dans l'histoire du Nobel, de prix Nobel, donc il y a eu des paroles ou des approches qui ont été très controversé derrière. Alors on le sait avec professeur Montagnier qui a fait des choses incroyables, mais sur la mémoire de l'eau, le Covid-19 qui a eu des paroles un peu surprenantes, qui sortent de la méthode scientifique, de l'approche. C'est pour ça que je parlais aussi de la mémoire de l'eau, de la transposition de l'ADN d'un endroit à un autre, enfin la téléportation. Là j'étais en train de chercher, enfin c'est beaucoup de choses très étonnantes. Alors, on peut soumettre toutes les hypothèses qu'on veut. Après, il faut les tester. C'est ça la démarche scientifique. Donc, il y a effectivement cet effet Nobel qui vient en plus conforter les gens derrière. Mais vous avez raison, le coût pour sortir de ces communautés est excessivement complexe parce que ce sont des gens, souvent, plus vous montez, on va dire, dans les niveaux, que vous êtes implanté dans cette communauté, vous perdez des amis au sein de la communauté, vous perdez un peu un statut. Ce sont des gens qui sont devenus un peu importants d'une certaine manière parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils ont un savoir respecté par leur pairs. Ils n'acceptent pas d'être critiqués évidemment à l'extérieur et puis ils vont éviter la confrontation, mais ils ont acquis quelque chose. Quand je citais les motivations politiques, religieuses, économiques, j'ai pas cité la quatrième qui est psychologique, égotique. Il y a besoin, ou des fois ça vient compenser aussi une faille, et c'était Donatien Levaillant de la Mivilude qui m'expliquait ça très très bien en disant que dans beaucoup de ces communautés, on a des gens qui sont souvent très empathiques, bienveillants vis-à-vis des autres. Ce sont des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour aider. Il y a une forme d'authenticité quelque part. Il y a une vraie forme d'authenticité. Ce ne sont pas des gens qui... Encore une fois, je fais la différence entre adeptes et gourous, qu'on soit bien d'accord, mais dans les adeptes, ce ne sont pas des gens qui veulent le mal à la fin, ce sont des gens qui veulent aider. D'ailleurs, dans le cas des pathologies graves, pour revenir au sujet du virodénialisme, ou même du sida, vous avez beaucoup de thérapeutes aussi dans ces communautés. Ils ne veulent pas nécessairement mal faire, alors ils ont une dimension économique, mais... Ils récupèrent aussi beaucoup de patients qui sont en détresse, qui cherchent des solutions, où le système médical leur a peut-être pas accordé suffisamment de temps à leur sens. Parfois, le système médical cherche aussi des solutions. On n'a pas des réponses à tout, malheureusement. Et donc, c'est du pain béni pour certaines personnes qui vont peut-être aller trop loin dans certains cas et du coup avoir des impacts délétères. Ce que je trouve passionnant aussi dans votre livre, c'est justement ce que vous montrez, c'est que ça touche tous les profils. Oui. C'est pas simplement des gens perdus ou des gens qui sont déjà dans une forme de contestation du système. Ça touche tout le monde. Racontez-nous un peu. La petite communauté. Profils, je crois que vous dites il y a des chercheurs de sens, il y a des éduqués, il y a des pragmatiques. Comment oui, alors racontez-nous un peu tout ça. Les profils types, effectivement, il y a ceux qui se posent beaucoup de questions, globalement, qui lisent énormément, qui veulent bien faire en réalité. Et c'est pour ça que la science est vraiment un segment très très particulier parce que on peut vouloir bien faire, mais c'est compliqué.
C'est compliqué, on l'a vu de toute façon au moment du Covid et puis avec l'apparition des vaccins, subitement le terme ARN qui à mon sens n'était pas du tout dans le langage courant, tout le monde est devenu plus ou moins spécialiste de l'ARN en lui prêtant tout un tas de particularités, de propriétés, de capacités à faire des choses. Je suis pas expert, mais c'est un peu devenu cette façon de réfléchir par rapport à ça. Je suis pas expert, mais... Je suis pas expert, mais, et j'ai un avis surtout. Oui, sauf que, en fait, on me posait la question, qu'est-ce qu'un faux savant ? Le livre s'appelle Les faux savants, c'est en clin d'œil à Rabelais. Donc on était au XVIe siècle, Rabelais c'était un médecin et en fait je redécouvrais Rabelais, notamment Gargantua via ma fille au collège et en fait Gargantua était élevé par des sophistes quand il était petit et ça en faisait quelqu'un qui était un peu bête. Fondamentalement. Son père en a eu marre et à un moment donné l'a retiré des mains d'un sophiste pour le mettre dans les mains de personnes qui lui ont appris l'esprit critique en fait, lui ont appris à apprendre d'une certaine manière et Gargantua est devenu quelqu'un ensuite de très érudit, apprécié du royaume et puis qui va sauver le royaume dans la suite du roman. Rabelais en fait détestait les sophistes. Pourquoi ? C'est que les sophistes mettaient pour la science, le mettaient sur le même plan que d'autres pratiques, et en se disant la science, c'est finalement, ça peut être une querelle de mots, M-O-T-S, une querelle d'arguments, et c'est celui qui sera peut-être le plus éloquent, qui aura été le plus convaincant, qui va gagner. Non, déjà à l'époque, on parlait un petit peu de démarche scientifique, on n'avait pas la méthode scientifique aussi élaborée, mais non, on doit s'appuyer sur des faits, on doit s'appuyer sur l'observation, sur la répétabilité des expériences, et déjà à cette époque-là, il l'avait noté. Donc les chercheurs de sciences n'ont pas ça. Vous avez l'impression qu'on est un peu retourné à cette époque de sophisme. Complètement. Aujourd'hui, on le voit dans les débats, ou même pas que sur les réseaux sociaux, on va dire avec des non-experts, on l'a parfois avec des experts où on est très superficiel. On reste dans de la querelle de personnes plus que de rentrer dans le fond. Donc du coup, on a oublié le réel de la science. Mais là encore, je vais y mettre un bémol, ce n'est pas ce qui se passe dans les laboratoires. Les chercheurs, pour la très grande majorité d'entre eux, travaillent, font le job et font le nécessaire, mais ils n'ont ni le temps ni l'envie forcément de prendre la parole ou bien dans les médias ou bien sur les réseaux sociaux, d'intervenir. Moi, pour avoir beaucoup d'amis qui sont des purs virologues, pour en avoir parlé lorsque j'ai écrit sur le livre, ça les fait sourire en disant oui, on sait que ça existe, mais qu'est-ce que tu vas perdre du temps avec ces gens-là, c'est une niche, c'est à côté, puis à quoi bon comme on le dit. Donc non, il y a mais vous avez l'impression que les médias ont une responsabilité dans la création de ces faux savants. À la fois, on a parlé des plateformes, mais on peut aussi parler peut-être des médias, de certains médias. Et plus globalement, est-ce que finalement, le rôle des scientifiques aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'arène ou pas, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller débattre ? Est-ce qu'il faut aller... C'est la question qu'on se pose nous aussi, parfois à Conspiracy Watch. Est-ce que finalement, ça vaut le coup de débunker tel truc ou telle chose, parce que est-ce que c'est pas leur donner trop d'importance ? Et c'est une vraie question. Et donc, comment vous voyez les choses, vous ? La question est riche, parce qu'on peut l'aborder de plein de manières différentes. Est-ce qu'il faut rentrer dans l'arène ? Moi, je pense que oui, aujourd'hui. Quand bien même il y ait la loi de Bandolini, où de toute façon, c'est une bataille qui sera... Elle ne peut pas être gagnée dans le sens où ce sera toujours plus facile de générer du contenu toujours plus farfelu les uns que les autres. Moi, à mon sens, il faut s'attaquer plutôt aux objectifs finaux des gens qui travaillent sur ces sujets, et c'est pour ça que de s'attacher vraiment aux vraies motivations réelles, qu'elles soient économiques ou politiques pour les principales, c'est là où il faut prendre le sujet au cœur. Et on oublie souvent la finalité, on reste sur l'argument, sur la fake news, qui est un élément, mais quelque part, cette fake news, c'est une brique du modèle du gourou ou du désinformateur. Le fait de le reprendre ou le débunker, effectivement, c'est un fait d'armes. Ils en ont parlé. Donc regardez, ça me fait du contenu. J'ai même envie de dire les procès en diffamation qui ont été multiples ces dernières années. Il y a une forme de judiciarisation, d'instrumentalisation de la justice. Et on va être honnête, c'est quelques milliers d'euros pour les grands désinformateurs que vous connaissez. C'est dans le modèle économique. Ça coûte moins cher que de payer du Google Ads ou du Facebook Ads pour acquérir du client ou de la communauté. Donc c'est un vrai outil, c'est utile. Et puis derrière, vous allez avoir, alors je parle d'un procès qui a eu lieu dans le domaine virodénialisme qui est hyper intéressant, mais qui pour moi est un fait d'armes. C'est le procès de Bardens et Lanka, c'est ça. qui a été
évidemment un détournement de ce qui s'est réellement passé en justice. Pour, sans rentrer dans le détail, c'est un ancien virologue qui est devenu virodénialiste, dont l'objectif principal est de lutter contre la vaccination. C'est son objectif final. Évidemment qu'il croit à l'existence des virus, il a fait toutes les expériences avant. Mais c'est un cas emblématique Oui. d'instrumentalisation judiciaire, justement, à travers le virodénialisme. Exactement. Parce que Stéphane Lanka, que j'aime beaucoup, dans le sens où c'est quelqu'un d'excessivement malin dans la manière d'amener les choses, quand on connaît bien le sujet scientifique, c'est hyper facile de débunker toutes les erreurs qu'il a faites. Notamment, un grand sujet pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'expérience contrôle en virologie. Donc, évidemment qu'il y en a, il le sait très bien, il en a fait lui-même. Et il en a même fait, il a fait des fausses expériences contrôle derrière. C'est absolument fascinant. Mais effectivement, c'est des choses qu'on apprend 3e ou 4e année à l'école, de pourquoi ce qu'il met en avant, ça se passe. Mais il joue sur cette asymétrie d'information. Donc, il a fait un jeu concours où il expliquait « Apportez-moi les preuves de l'existence du virus de la rougeole et je donnerai 100 000 € à celui qui m'apporte les preuves. » Il y avait un jeune étudiant en médecine à l'époque, Bardens, en Allemagne, qui a décidé de répondre à ce jeu, qui lui a fourni 6 publications en disant voilà les preuves du sujet. Donc Lanka a dit non, ce ne sont pas des preuves, je refuse de payer. Donc Bardens est allé au tribunal pour se faire payer son prix de 100 000 € et le tribunal, en premier jugement, a donné raison à Bardens et a sommé Lanka de lui verser le prix qu'il lui devait. Lanka fait appel et il a gagné en appel. Il a gagné pourquoi ? Parce que les petites écritures du règlement du jeu concours n'avaient pas été respectées. Lanka avait demandé une publication qui réunissait un certain nombre d'informations. Bardens en a donné 6, pas une. Il n'a pas respecté le règlement du jeu concours. C'est le règlement du jeu concours. Et aujourd'hui, vous avez plein de jeux comme ça faits par les virodénialistes qui vous proposent maintenant 1 million, 1,5 million, vous pourriez même mettre 100 millions si vous voulez, avec un jeu qui est pipé, avec une règle du jeu qui est pipée. Donc aucun virologue digne de ce nom n'ira jamais. Il sait très bien que ça n'a aucun sens, cette règle du jeu. Mais pour le lambda qui n'y connaît rien, va se dire, mais en fait, c'est que personne ne veut s'y frotter. Donc c'est bien la preuve que les gens veulent entretenir ce narratif que les virus n'existent pas. Et puis la personne un peu naïve qui se dirait, mais je vais les piéger parce que je sais bien que les virus existent, et qui ne connaît pas bien, n'a pas vu les angles morts et va se faire piéger. De la règle du jeu qui de toutes les manières est une règle du jeu complètement qui est pipée. Enfin oui, léonine. C'est ce que je dis dans le livre, pile je gagne, face je perds pas pour ces gens-là, parce que quoi qu'il advienne, je vais être gagnant. Je gagne, face tu perds. C'est exactement ça. Donc ce procès, qu'est-ce qui s'est passé ? Lanka a gagné en appel, donc sur la forme, parce que le règlement n'avait pas été fait. Mais il a refait complètement le narratif sur Internet en expliquant que en fait, la Cour de justice, je crois que c'était Stuttgart, a bien montré que le virus de la rougeole n'existait pas. Et ça a été arrosé sur le web, donc ça a créé une histoire, en plus c'est un procès qui a été très peu repris. Le procès est librement accessible, d'ailleurs je mets la référence dans le livre, vous pouvez le lire, tout le monde peut le lire avec ses yeux, peut le comprendre, les virodénialistes peuvent le lire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en droit pour comprendre très clairement le jugement. Mais aussi fou que ça puisse paraître, personne ne le lit et le croit. Et pour moi, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, c'est du contenu pour Stéphane Lanka. Ça lui permet d'exister, ça lui permet de recruter, ça lui permet d'attester. Et j'allais faire le parallèle avec les grands désinformateurs aujourd'hui. Cette stratégie d'attaquer en diffamation ou autre, ça fait partie d'une stratégie d'acquisition et de rétention client. Je suis persuadé que c'est dans leur budget ou dans leur business plan. Ça permet d'être dedans. J'allais prendre l'exemple des faux tests du procès entre Antoine Daoust et Xavier Azalbert, qui aurait mis en évidence qu'Antoine Daoust faisait... qui a été condamné en diffamation. Exactement. Ok. Il a les preuves que Antoine Daoust faisait un trafic de faux tests, PCR, de fausses ordonnances ou je ne sais quoi. Mais dans ce cas-là, on ne le raconte pas sur Internet. On ne fait pas un article sur le sujet. On va porter plainte. Enfin, on a tous les outils pour le faire. C'est extraordinaire. Si c'est une personne qu'on déteste, dont on veut la peau, compte tenu de toutes les histoires qui sont passées, c'est facile d'y aller. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Le but, c'est effectivement de diffamer, de faire beaucoup de contenu. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu son procès en diffamation en face, quand bien même il l'ait perdu. Alors, je ne sais pas si ça a été... Oui, ça a été jugé là et il va faire appel ou pas. Mais en tout cas, oui, donc il est présumé innocent jusqu'au jugement définitif. Mais c'est pas grave, quelle que soit l'issue du jugement.
il a créé du contenu, un point de rendez-vous, ça a fédéré sa communauté, il s'est fait connaître auprès d'autres, et puis encore une fois, c'est un outil d'acquisition ou de rétention client. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, sous un angle très très business et économique. Quelles sont parce qu'il y a des conséquences finalement concrètes du virodynamisme. Comment vous les définiriez, les conséquences du virodynamisme ? Est-ce que c'est vraiment on va dire des maladies en plus, des morts en plus parfois ? Comment vous définiriez les conséquences concrètes de ce virodynamisme ? Elles sont clairement au niveau sanitaire. On l'a cité tout à l'heure avec le cas de l'Afrique du Sud. Les estimations sont autour de 300 000 décès liés au sida, liés à la politique sanitaire du président Thabo Mbeki à l'époque. C'est plus de 10% de la population séropositive, donc c'est absolument massif. Sur le sida, on l'a vu, il y a eu le cas du chanteur Bernard Lachance au Québec qui s'était fait, entre guillemets, gouroutisé par Guylaine Langto, qui était une ancienne médecin qui l'avait convaincu en fait que le sida n'était pas lié au VIH, et donc il avait convaincu d'arrêter son traitement. Il est décédé d'une septicémie, qui est la conséquence du sida malheureusement, et à la grande tristesse de ses sœurs. Une de ses amies aujourd'hui est une grande influenceuse sur les réseaux qu'on voit assez souvent avec, vous citiez Astrid Stuckelberg, puis un certain nombre de Jean-Jacques Crèvecoeur, etc. Enfin, on les voit assez souvent ensemble pour parler de ces différents sujets. Donc il y a un impact sanitaire. Moi, la question qui m'interroge, donc il y a les mauvaises recommandations, les faux traitements. Je citais cet exemple de femme, là encore hier soir, je voyais qui a, j'espère, quelque chose de bénin, mais potentiellement quelque chose de malin. Une mammographie, ça prend pas beaucoup de temps pour être certain qu'il n'y a pas de problème. Là, elle a été rassurée en se disant c'est rien, et puis en plus si j'améliore un peu mon alimentation, tout ira bien. Non, ça c'est pas possible. Ça c'était dans une boucle Telegram une des communités que je suivais pas plus tard qu'hier soir. Je regardais et je cite des dizaines et des dizaines d'exemples je l'appelle ce gourou, en tout cas de ce leader de cette communauté, qui n'est pas le fondateur à la base, mais qui est devenu vraiment le leader, qui d'ailleurs, c'est assez intéressant de le voir au fil des années, sa parole s'est radicalisée, son ton aussi s'est radicalisé, il est beaucoup plus incisif, beaucoup plus combattant. Beaucoup plus assertif aussi même. On le voit bien dans le livre que vous racontez finalement, qu'au départ c'est gentil, et c'est gentil, c'est des questionnements au début, mais ensuite c'est de l'affirmation. Exactement. Et c'est d'autant plus fort, surtout pour quelqu'un qui... Alors, en réalité, on sait qui c'est, parce que c'est quelqu'un qui gravite dans l'environnement complotiste au sens large depuis très longtemps, ça n'est qu'une extension en fait de d'autres activités derrière. Globalement, c'est un père de famille qui vit en Allemagne, qui a des enfants plus ou moins en bas âge, d'ailleurs ses enfants ont plus ou moins l'âge des miens. Sa femme le soutient pas complètement dans cette démarche-là, et c'est assez étonnant d'ailleurs quand on voit le profil réel qu'il y a derrière, mais probablement un besoin d'exister pour cette personne-là, mais qui fait énormément de mal au niveau de la santé. Mais la question que je me pose, vu l'âge de ces enfants, alors ils sont encore un peu jeunes, mais dans quelques années, qu'est-ce qu'il va leur donner comme recommandation typiquement en matière de protection contre les IST ? Si les virus n'existent pas, autant dire à ces gamins, je te vaccine pas, ça sert à rien d'aller au médecin pour te soigner. On sait que même une otite, ça peut avoir des conséquences dramatiques si on la soigne pas derrière. Et puis je pense aux IST derrière, etc. Pour moi, il peut y avoir des conséquences sanitaires qui sont assez fortes. Donc, quand bien même lui, sa motivation, elle est multiple, elle est politique, elle est aussi très idéologique par rapport au régime alimentaire qu'il défend. Mais je citais Pierre Chaillot tout à l'heure, lui, son modèle, c'est très politique. On voit que même son épouse a été engagée en politique à un moment donné. Et il le dit aujourd'hui très clairement, lui, son objectif, c'est d'emmerder le monde. Il le dit en tout cas au sein de cette communauté, il le dit un peu moins à l'extérieur parce qu'il sait que c'est compliqué. Et d'ailleurs, je m'interroge sur tous ces militants en fait, qui sont contre les institutions derrière. Comment font-ils et notamment tous les scientifiques qui peuvent avoir des raisons multiples de se battre contre les mesures sanitaires qui ont été mises en place à un moment donné, contre le vaccin, contre je ne sais quoi, tout est entendable. On peut débattre de mesures sanitaires, de politique, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais comment on peut accepter quelqu'un qui nie l'existence des virus quand on a été un scientifique ? Pour moi, ça dessert la cause. Je ne comprends pas comment on accepte ces personnes-là dans ces rangs. Peut-être, pour terminer, deux questions. D'abord sur finalement
les modes d'action. Vous terminez le livre sur les modes d'action. Quels sont les outils qu'on a pour contrer ces discours? Est-ce que ça doit passer par l'éducation? Est-ce qu'il y a quelques outils que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour contrer ces discours? Est-ce que finalement, il y a aussi ce besoin de rester toujours en contact avec les personnes qui sont atteintes par ces discours? Et pourquoi il y a ce besoin de rester en contact? Voilà, racontez-nous ça. Et puis ensuite, peut-être sur le mouvement QAnon et la corrélation entre le mouvement QAnon et les vérodénaïstes. Pour moi, il faut garder le lien. Et on a un problème aujourd'hui de maintien de lien entre les gens. On voit bien que la société est terriblement fracturée. Quel que soit le référentiel qu'on prenne, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit sur différents sujets sociétaux, la société est fracturée. Que la société pense différemment, c'est pas très grave, mais à partir du moment où elle est fracturée et que ces morceaux n'échangent plus, ne cohabitent plus ou ne savent plus se parler, c'est dramatique parce qu'on a des groupes de gens qui font sécession quelque part et la République est une et indivisible et il y a un problème quand on a ça. Donc pour moi, il faut maintenir le lien. Et c'est difficile de maintenir le lien avec des gens qui ne veulent peut-être plus le maintenir et qui sont peut-être plus heureux d'une certaine manière dans cette communauté dite bienveillante à leur égard. Cette communauté éveillée quelque part. C'est un peu en plus, ils se sentent comme éveillés. Ils se sentent comme éveillés, titulaires d'être privilégiés quelque part, de savoir, et quelque part c'est eux qui considèrent que quand les gens seront réveillés, les rejoindront derrière et ils seront d'autant plus magnifiés qu'ils avaient raison avant l'heure. Et vous l'indiquez, les profils sont étonnants parce qu'on a des enseignants, on a des médecins, des infirmières, des ingénieurs, enfin on a vraiment... pas que des personnes perdues quelque part. Exactement. Donc ça rassure aussi, on se dit mais ces gens-là ils réfléchissent bien, ils sont intelligents, et ils sont intelligents. Il n'y a pas de débat là-dessus, ce sont des gens qui sont très raisonnés comme je disais, malheureusement qui raisonnent pas bien. Sur les mesures, l'esprit critique reste de toute façon un outil de défense qui est important, c'est toujours se poser des questions quand on lit quelque chose et de se dire ce que j'ai lu, qui l'a écrit et pourquoi il l'a écrit. Oui, d'où vient la source. D'où vient la source, et puis d'essayer de croiser. Ça ne veut pas dire qu'il y a des sources. Alors il y a des sources dans lesquelles on peut avoir plus confiance derrière, mais il faut faire attention aux biais de lecture aussi. Donc l'esprit critique pour moi est important. Il y a aussi pour moi une responsabilité des scientifiques. Je cite dans le livre plusieurs études qui ont été menées dans la durée, notamment sur le personnel du CNRS et de l'INSERM, qui mettent en avant un petit peu les travers de certains scientifiques. Notamment, on questionnait les chercheurs sur certaines pratiques. Est-ce qu'ils ont confiance eux-mêmes dans les travaux de leurs pairs? Et ben, le résultat des sondages est assez édifiant. Parce qu'on parle selon les instituts et selon le type de question et la manière dont elle est posée, on est à plusieurs dizaines de pourcents de gens qui n'ont pas confiance dans les travaux de leurs pairs. Donc ça commence là. Si déjà, entre chercheurs, on n'a pas confiance, il y a un problème derrière. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans la recherche, il y a eu quand même un glissement ces dernières années. Alors, il y a des instituts ou des chercheurs qui ont magnifié la chose, malheureusement, avec des publications dans des revues prédatrices, sans comité de lecture ou avec des faux comités de lecture, des faux prix de recherche. On appelle ça des Vanity Awards pour quelques centaines de dollars. Vous pouvez acheter le prix du chercheur de l'année. Ça existe dans le milieu économique aujourd'hui. Dans beaucoup de milieux, c'est la règle du jeu, c'est en général des labels marketing pour faire un peu de communication derrière pour vendre des produits. C'est appliqué à la recherche aujourd'hui. Vous avez parfois des publications avec des fausses affiliations. Vous retrouvez même parfois avec des faux auteurs dans certains cas. Vous avez plein de gens que vous citez régulièrement dans vos interventions qui sont coutumiers du fait. Donc ça, on peut plus tolérer ce genre de choses. Les chercheurs, je pense que beaucoup le savent, sont au courant et ferment les yeux en disant tant que ça me gêne pas, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a une réelle action à faire, que ce soit ça jette l'opprobre sur tout le monde. Sur tout le monde, et du coup ça jette le discrédit. On a vu aussi, j'en parle dans le livre, de certaines de ces revues prédatrices. Je pense à Indawi qui a été obligé de rétracter, je crois, ses 6 ou 7 000 articles sur une seule année en se rendant compte que le système avait été totalement dévoyé. Moi, à l'époque, en laboratoire, quand on devait faire traduire un article en anglais, on s'assurait avec notre anglais un peu moyen, on passait par un traducteur pour s'assurer que la langue était bien respectée. Ça coûtait très cher. Aujourd'hui, pour moins cher, vous pouvez générer un article auprès des fabriques, des paper mills qui vont fabriquer un article sur mesure. Donc
Il faut nettoyer tout ça. Et sur la pédagogie, au-delà de l'esprit critique, c'est aussi peut-être la formation en sciences qui est peut-être un peu défaillante. On le voit dans les différents classements, mais même on voit les études de l'OCDE, sans aller sur le classement PISA, qui se repose quand même essentiellement sur les maths. On le voit sur les études de l'OCDE. La France est quand même en très gros décrochage par rapport aux autres pays. Et il y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la formation scientifique, parce que la science va vite. Peut-être une façon de revoir les programmes, peut-être faire un peu d'histoire des sciences. On parlait du béchampisme, donc de la guerre au XIXe siècle. Ne serait-ce qu'au cours de ces études, de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment on a définitivement tranché en l'existence des virus. Il n'y a plus de débat derrière. L'expérimentation, elle a été là. Enfin voilà, il y a plein de sujets et on ne reste plus sur des arguments qui sont totalement erronés aujourd'hui ou qui ont été débunkés, si on doit reprendre le vocabulaire. Alors, dernière question par rapport justement à cette corrélation que vous faites entre le mouvement QAnon, cette communauté finalement sans chef, où il y a de la gamification, ainsi de suite, dont vous parlez, et finalement le lien avec le virodénialisme. Est-ce que finalement QAnon irrigue aujourd'hui tout le complotisme moderne, selon vous? Alors, cette logique QAnon, on va dire. Non, ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement QAnon, qui était effectivement très gamifié, très symbolique, c'est absolument magnifique en fait, la façon dont ça s'est créé du point de vue observatoire et la manière dont ça s'est fait. Il y avait un petit côté fascinant quand ça s'est apparu, et la manière dont les gens ont adhéré, la manière dont ça a prospéré en fonction de ses auteurs aussi à l'époque, c'est assez étonnant. Et puis le fait que ça s'arrête net, ça rajoute au mythe quelque part. Oui, parce que évidemment, ça s'est essoufflé derrière. Je pense même à la communauté à l'époque des décodeurs avec un Q, donc de Léonard Sojli et de son équipe, qui ensuite a évolué sur le mouvement essénien en voyant bien que QAnon de toute façon s'essoufflait, donc il n'aurait pas pu tenir ad vitam aeternam sur cette ligne-là. Il avait déjà testé sur des canaux parallèles la propension de sa communauté à le suivre sur des sujets religieux, pour pas polluer. C'était assez malin d'ailleurs de l'avoir fait sur un autre canal, mais c'est quelqu'un qui vient des médias entre guillemets. Il connaît assez bien le mode de fonctionnement, et quand il a vu que ça prenait, il a progressivement glissé, d'ailleurs sans s'afficher essénien au démarrage. Donc il l'a fait assez bien. Donc oui, ça a émané un petit peu dans tous les sens, ça a donné envie. Et puis vous avez aussi la galaxie soralienne, d'une certaine manière, qui a, pour moi, j'appelle ça les bébés soraliens aujourd'hui, qui sont encore dans son giron ou qui se sont émancipés avec plus ou moins de conflits derrière, mais ça a créé des petits, parce que quelque part, il a créé un empire qui fonctionne bien économiquement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il est en train un peu de resserrer son précaré. On le voit avec Faits et Documents, la manière dont il reprend le contrôle. Il voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut plus aller derrière, que certaines vaches à lait peuvent être coupées. Donc, encore une fois, il y a une dimension économique dans le fonctionnement derrière. Au-delà de la dimension politique activiste qu'il a toujours eu, il y a une dimension quand même économique qui est en fait très professionnelle dans la manière de fonctionner. Donc oui, QAnon, mais n'est pas le seul à avoir alimenté. En tout cas, ça a créé des prédispositions, une envie, mais les portes d'entrée aujourd'hui sont totalement multiples dans ces communautés. Malheureusement, c'est ce qui fait les choses difficiles aussi à suivre. Tout à fait. Merci Laurent Fouary, merci de votre visite dans Les Déconspirateurs, les faux savants, plongés au cœur du complotisme scientifique. C'est aux éditions de l'Aube et c'est vraiment un livre passionnant. Donc n'hésitez pas à mettre ça sous le sapin de Noël, par exemple, comme cadeau de Noël. Ça peut être très, très chouette. Merci beaucoup de votre visite. Cette émission a été, comme à chaque fois, réalisée par l'excellent Martin Béraud. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.